Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être présents en chair et en os pour ceux qui ont pu se déplacer et à distance pour ceux qui suivront ce cours à distance. Nous allons continuer de réfléchir, comme la fois précédente, à l'hygiénisme et ses suites dans l'histoire de l'urbanisation européenne puis planétaire. Nous avons insisté sur le fait que l'hygiénisme pouvait être considéré comme la matrice de l'urbanisme scientifique contemporain. Et nous allons essayer de voir, à partir de cette matrice qui se crée dans les dernières décennies du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, nous allons essayer de suivre en quelque sorte l'évolution de ces principes hygiénistes, qui sont des principes qui, évidemment, ne s'appliquent pas simplement à l'air, mais aussi beaucoup à l'eau. Nous y reviendrons peut-être, mais nous allons essayer de suivre l'évolution de cette matrice jusqu'à la période contemporaine, en interrogeant éventuellement quelques-unes de ces modifications, encore que en préparant ce cours, et d'ailleurs dès les années précédentes, en essayant de travailler sur la pandémie et ce qu'elle nous révèle de l'urbanisation contemporaine, j'ai été frappé de constater la rémanence, la persistance d'un certain nombre de thématiques hygiénistes, voire pré-hygiénisme, notamment la thématique de l'aérisme, que nous avons examiné très rapidement la fois précédente, même si le contexte urbain, social, culturel et scientifique a changé du tout au tout. Et c'est assez frappant d'ailleurs de voir que les principes aéristes et hygiénistes qui sont élaborés à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, dans un moment scientifique où finalement on ne sait pas grand-chose de la transmission des maladies, on ne sait pas grand-chose des décompositions des matières, même si Lavoisier met en place le premier modèle de décomposition, d'oxydation des matières qui va permettre à la chimie contemporaine de s'affirmer. En réalité, on reste encore dans une relation très empirique, en quelque sorte à l'odeur, une relation indiciaire à l'odeur. L'odeur est directement liée à un trouble. La putréfaction, nous l'avions vu, est directement liée à la corruption organique qui renvoie elle-même à un trouble social possible. Eh bien, même en changeant le paradigme scientifique, par exemple, lorsque les découvertes pasteuriennes mettent sur la voie d'une réflexion tout à fait différente sur la transmission des pathogènes, n'est-ce pas? Eh bien, même dans ce contexte scientifique changé, un certain nombre de fondements de ce qu'il faudrait appeler une imagination hygiéniste, un imaginaire instituant hygiéniste, pour reprendre cette expression de Cornelius Castoriadis, sur les imaginaires instituants, c'est-à-dire sur les mythologies programmées qui sont capables en elles-mêmes, en quelque sorte, dit Castoriadis, de structurer des sociétés, en tout cas de faire en sorte que des cultures se mettent en cohérence, eh bien une sorte d'imaginaire hygiéniste ou de mythologie hygiéniste qui perdure quelles que soient les évolutions scientifiques. Et encore aujourd'hui, nous allons le voir, il y a quelque chose qui survit, si je puis dire, de cet imaginaire pré-scientifique, aérologique, de l'hygiénisme dans l'indexation que nous continuons d'établir entre une mauvaise odeur, un trouble environnemental et un trouble social. Donc il y a quelque chose de tout à fait frappant dans cette persistance, et ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui, si je ne suis pas trop bavard, mais c'est mal barré, déjà 4 minutes pour une petite digression récapitulative, 5 c'est mal auguré de la suite. Alors nous avions en particulier vu à quel point on pouvait considérer que l'hygiénisme avait trouvé dans l'urbanisme scientifique naissant du XIXe siècle un terrain finalement de cristallisation et d'affirmation. Voici le plan de Cerda, nous en avions vu d'autres à Barcelone, mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que on retrouve dans les grands plans directeurs un certain nombre de principes hygiénistes, en particulier la volonté très forte de purifier, de purger, de guérir la ville de son exposition au miasme. Je vous rappelle, nous sommes partis du livre de Alain Corbin, le miasme et la jonquille. Nous passerons à la jonquille tout à l'heure. Nous avons d'abord considéré la question du miasme. Le miasme est l'indice d'un dérèglement. D'un dérèglement de la matière, d'un dérèglement des sociétés, d'un dérèglement des individus. Nous le verrons, le miasme est l'indice d'un trouble qu'il faut purger. Et comment mieux purger le miasme qu'en assurant par la maîtrise de la forme urbaine, par la conception
d'une forme urbaine globale, mais aussi la conception de micro-formes urbaines, j'en donnerai un exemple tout à l'heure, qui permettent d'assurer l'évacuation du miasme. Comment mieux maîtriser le miasme à la fois à l'échelle locale et à l'échelle globale d'une ville confrontée aux troubles du temps, qui sont les troubles liés à l'industrialisation, à la concentration de population, aux problèmes de déchets. L'hygiénisme naît, rappelez-vous, de la concentration de la réflexion sur le problème du déchet et de la putréfaction organique, et du déchet d'abord lié à l'évacuation des eaux usées et des excréments, mais aussi de tout le déchet industriel lié à la nécessité de traiter des peaux, d'abattre des animaux, d'alimenter la ville. Je rappelle qu'au début du XXe siècle, à Paris, il y avait encore plus de 200 fermes bovines qui acheminé en quelque sorte la viande directement dans un circuit court avant la lettre vers les marchés parisiens. Il fallait bien traiter aussi les déchets d'équarrissage. Donc il y avait cette obsession du déchet, de la putréfaction, et on va donc trouver des dispositifs et des technologies à la fois globales à l'échelle de la ville et, si je puis dire, micro-locales, qui vont permettre d'assurer l'évacuation du miasme, le repérage et l'évacuation du miasme. Ces technologies sont des technologies de l'eau, les égouts, l'écoulement. Il y a des spécialistes de l'eau dans cette salle, donc je ne vais pas m'étendre, mais ce sont aussi des technologies de l'air. Et les plans directeurs sont des plans qui sont à la fois des plans fondés sur la volonté d'évacuer les eaux usées et d'amener les eaux propres, mais aussi des plans fondés sur la nécessité d'évacuer l'air pestilentiel et d'amener l'air propre par la circulation de l'air optimisée, par la réorganisation du plan en fonction de ce principe que l'air circulera d'autant mieux qu'il sera canalisé par des grands tubes d'air. Les rues sont à l'air ce que les égouts sont à l'eau. Il faut les comprendre comme ça. Dans les plans directeurs, je répète, les rues sont à l'air ce que les égouts sont à l'eau. Ce sont des tubes qui permettent d'assurer une ventilation, inspiration, expiration, si je puis dire. N'oublions pas non plus, là je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails et ça serait tout à fait passionnant à voir, qu'une bonne partie des théories urbaines hygiénistes se conçoit dans un contexte où la métaphore organiciste est constante, c'est-à-dire que l'on conçoit aussi les fonctions urbaines par analogie aux fonctions du vivant, par analogie en particulier aux fonctions du corps humain. On a pu montrer par exemple que le concept de circulation urbaine, qui est si important dans la définition de ce que l'on pourrait appeler tous les paradigmes de la mobilité urbaine que nous avons connus depuis et qui sont si essentiels pour comprendre l'urbanisation contemporaine, le concept de circulation est fondé sur l'analogie de la circulation du sang dans le corps humain. C'est-à-dire un concept qui est créé dans une période pré-industrielle, qui est créé en fait dès le XVIIIe siècle. On commence à penser le déplacement des flux des matières sur le modèle de la circulation sanguine. Et si vous prenez cet organicisme et que vous l'appliquez à ce type de plan directeur, bien vous voyez bien comment finalement le plan directeur, c'est véritablement un système de circulation et de ventilation. C'est un système qui assure l'irrigation de la ville par des flux sains en entrée, malsains en sortie, retraités à l'extérieur. Le retraitement à l'extérieur, ça va être la purification des eaux usées lorsqu'elles vont être d'abord mises dans la nature et puis ensuite lorsqu'elles vont être intégrées dans des systèmes de traitement de l'eau. Plus tard, les ingénieries du traitement de l'eau vont arriver évidemment plus tard. Et le traitement de l'air, c'est l'air malsain qui est envoyé à l'extérieur et qui va être purifié dans cet extérieur. Et ça n'est d'ailleurs pas complètement un hasard si à cette époque-là, dans un certain nombre de plans directeurs, comme celui de Stüben par exemple à Cologne, l'extérieur commence déjà à être pensé en des termes qui seront ensuite ceux de théoriciens ultérieurs comme Howard et autres, c'est-à-dire en des termes de ceinture verte.
La ceinture verte, ça n'est pas simplement l'espace du délassement des citadins, c'est aussi possiblement l'espace de la purification des airs. Hein, l'espace de la purification aérologique. Donc cette nécessité de faire entrer et sortir est tout à fait notable dans les plans directeurs, et à l'échelle locale, il faudrait insister sur le travail tout à fait fondamental qui consiste à repenser les rues, leur profil longitudinal évidemment, puisqu'il s'agit de tracer des grandes voies, mais aussi leur profil latéral, puisqu'on va redéfinir complètement l'architecture de la rue. La rue va devenir un espace bombé, hein, avec le centre de la rue est en surélévation par rapport aux côtés, tout ça pour assurer l'écoulement des eaux et des miasmes vers quoi? Eh bien vers ce nouvel espace de la rue tout à fait fondamental qui est le caniveau lié à un trottoir. Hein, et le système trottoir, rue bombée, caniveau va devenir la base des nouvelles ingénieries urbaines, assurant de surcroît une séparation de l'eau et de l'air, puisque l'obsession aussi de cette époque, c'est de séparer les flux. C'est de traiter les flux dans une logique séparative. Logique séparative qui ira très loin, puisque plus tard, on ira même jusqu'à séparer les eaux, hein, jusqu'à séparer les types d'eau. Séparer, par exemple, les eaux excrémentielles, les eaux d'usage, des eaux pluviales. Aujourd'hui, bon nombre de réseaux en eau dans le monde sont conçus avec un principe de séparation des eaux. Donc on va séparer pourquoi? Parce qu'on va séparer pour traiter. On va séparer pour assurer la bonne ingénierie de l'urbain. Et là, sans pouvoir aller beaucoup plus loin, je voudrais insister sur le fait que tout cela participe d'une évolution absolument fondamentale. C'est que, au tournant des années 1850-1900, au moment où se mettent en place ce qui vont être les principes de l'urbanisme scientifique fondé sur la maîtrise des flux, finalement, l'urbanisme scientifique, pardon de le dire comme ça aux urbanistes, et je ne voudrais choquer personne, l'urbanisme scientifique est un dispositif, un ensemble de techniques assez simples, hein, essentiellement fondé sur une vision d'un espace urbain qu'il faut rendre circulant pour les différents flux que ces espaces vont avoir à accueillir. Flux de personnes, flux de marchandises, flux d'eau, flux d'air, nous allons le voir, flux de lumière. Hein. Et donc, l'urbanisme scientifique se conçoit très tôt comme une ingénierie des réseaux et des flux, dont nous ne sommes pas encore aujourd'hui sortis. La ville anthropocène, encore aujourd'hui, est pensée par beaucoup à partir de la réflexion sur les ingénieries et les flux, et ne serait-ce que pour une raison simple, c'est qu'il y a eu désormais une conjonction entre ces flux et l'émission de gaz à effet de serre. N'est-ce pas? Quand on veut décarboner une ville aujourd'hui, que fait-on? On commence par dire il faut limiter les flux. Nous sommes toujours encore tributaires d'une approche par flux. Hein, c'est tout à fait étonnant, je trouve tout à fait intéressant, dans des contextes, encore une fois, qui n'ont rien à voir, qui ont changé. Cette ingénierie des flux, elle va être assumée par qui? Eh bien, elle va être assumée par une nouvelle profession, par un nouveau corps de métier, tout à fait essentiel pour comprendre l'histoire de l'urbanisation contemporaine et l'urbanisation planétaire. Ce nouveau corps de métier, c'est celui des ingénieurs. Les ingénieurs se structurent bien avant l'apparition de la période thermo-industrielle, dès le XVIIIe siècle. Les premières écoles d'ingénierie sont créées en Europe, notamment en France, avec l'école royale des ponts et chaussées, dans une perspective d'améliorer les flux là à l'échelle nationale. Mais très vite, les ingénieurs vont prendre pied sur le terrain urbain et très vite, ils vont accompagner les médecins et même remplacer les médecins, en quelque sorte s'approprier le corpus hygiéniste, qui va être très largement réalisé via l'urbanisme scientifique dans les villes européennes, puis les villes américaines, puis au-delà les villes coloniales, etc., via le travail des ingénieurs. La ville devient un espace d'ingénieurs. Voilà. Et arrêtons de tourner autour du pot. La ville contemporaine n'est pas l'espace de l'architecture, n'est pas l'espace du logement, n'est pas l'espace de l'économie, c'est l'espace de l'ingénierie.
l'urbanisation contemporaine occidentale, c'est l'espace de l'ingénierie, ou l'espace qui est marqué par l'affirmation de la prise de contrôle des réalités géographiques et sociales et politiques par une ingénierie qui est essentiellement une ingénierie de flux. Et c'est tout à fait intéressant de le regarder comme cela, et d'ailleurs de s'interroger sur la permanence de la prégnance de l'ingénierie dans la réflexion sur l'évolution urbaine contemporaine. Finalement, qu'est-ce que c'est que le technosolutionnisme appliqué à la volonté de réorienter écologiquement les villes? Le technosolutionnisme pour traiter le problème des émissions de gaz carbonique, pour traiter le problème de la chaleur urbaine, pour traiter le problème des disponibilités en eau, pour traiter le problème de la pollution de l'air ou de la pollution de l'eau. Le technosolutionnisme, c'est la persistance de la prégnance des ingénieries sur la conduite des affaires urbaines. Alors, ça devient aujourd'hui évidemment plus compliqué pour toute une série de raisons sur lesquelles je n'aurai pas le temps de revenir, mais c'est dans le 19e siècle que ça commence à se constituer, en sachant que, je vous rappelle, je l'avais déjà dit la semaine dernière, il y a 15 jours, que l'hygiénisme est une création européenne, exportée aux États-Unis, mais aussi exportée en Amérique latine et dans le monde entier, à travers notamment l'expérience coloniale. L'urbanisme scientifique a été un opérateur de la colonisation. On a aussi colonisé via les ingénieries urbaines. Colonisé à la fois les espaces, les corps et les mentalités via les ingénieries urbaines. Alors, on pourrait montrer que, mais là je vais juste faire une petite référence, que il y aurait un très joli aussi thème à aborder qui serait celui de l'air, mais cette fois-ci non pas de l'air miasmatique, de l'air chargé d'odeurs putrides, mais de cette autre forme que peut prendre l'air dans les réflexions sur la ville, c'est-à-dire la lumière. L'air, c'est aussi la lumière. Et l'hygiénisme est marqué à la fois par la volonté de purger l'air de ces odeurs putrides, mais aussi d'amener la lumière. D'amener la lumière là où règne l'obscurité du putride. La lumière solaire, c'est ce qui guérit de l'obscurité du putride. Et il y aurait là des choses tout à fait intéressantes. Je parle devant Kader Mokadem qui connaît bien les questions d'imaginaire. Il y aurait quelque chose de tout à fait intéressant à examiner, c'est-à-dire justement là aussi la permanence de ce mythe solaire, hein, de cet imaginaire du soleil guérisseur, hein, de celui qui apporte via la clarté la solution à un certain nombre de maux, hein, qui sont des maux individuels et collectifs. Et si l'on fait le parallèle avec tout ce qui se développe dans le même temps autour, par exemple, du traitement de la tuberculose, du traitement d'un certain nombre de maladies, que fait-on pour traiter les tuberculeux à cette même époque? On les envoie au bon air et au bon soleil en altitude. Les sanatoriums sont des solariums. On expose au bon air et à la lumière. Relisez La montagne magique de Thomas Mann. C'est un livre qu'on peut complètement lire avec cette grille de lecture-là. Donc, cette question de la lumière est centrale. Et comment ne pas la citer alors qu'on sait à quel point la problématique de l'ensoleillement, de la lumière, de la circulation de la lumière est centrale dans l'urbanisme contemporain. Et à quel point elle est centrale dans l'urbanisme anthropocène. Mais pour une raison complètement inversée désormais, c'est que l'exposition au soleil, recherchée frénétiquement pendant 150 ans comme une solution à des maux, l'exposition au soleil devient aujourd'hui un élément du problème du réchauffement des domiciles en période de vague de chaleur. C'est intéressant de voir que là, la valeur de l'exposition est en train d'évoluer. S'exposer au soleil quand il s'agit de guérir un trouble social ou physiologique, c'est formidable, mais s'exposer au soleil dru du matin, lorsque la journée va être à 45 degrés et que la nuit ne va pas descendre en dessous de 30 degrés, eh bien s'exposer au soleil devient une pathologie, et une pathologie très différente à combattre et très difficile à combattre. Il y a évidemment aujourd'hui toute une série de réflexions qui sont menées. Alors là, regardez Victor Considérant et le phalanstère, c'est vraiment peut-être le premier
corpus où cette question de la lumière est renvoyée à la question architecturale, on pourrait montrer comment tout l'urbanisme et toute l'architecture contemporaine sont marqués par cette question de la lumière, cette volonté de mettre la lumière là où il y a l'obscurité, parce que l'obscurité, c'est le lieu des pathogènes, c'est le lieu du trouble, c'est le lieu où se déroulent des choses pas très reluisantes. Donc il faut illuminer, il faut mettre la ville en lumière. Tiens, un autre problème, parce que nous pourrions montrer dans le même temps, exactement le même temps que nous considérons là, c'est ce temps où on commence à réfléchir à la ville la nuit et aux nouvelles technologies de l'illumination nocturne. De même qu'il faut assurer la circulation de la lumière le jour, il faut commencer à penser à la circulation de la lumière la nuit. Et encore une fois, regardez comme aujourd'hui, en période anthropocène, cette question de la ville la nuit s'est renversée jusqu'à ce que l'on invente ce concept qui pour moi est pratiquement incompréhensible, le concept de pollution lumineuse. Mais qui est en fait fondé sur le même principe, c'est-à-dire il faut que la ville soit éclairée, et aujourd'hui on estime que cet éclairage pose problème. Et nous pourrions montrer comment Le Corbusier lui-même, surtout lui, de toute façon tout est passé par Le Corbusier à un moment ou à un autre, le meilleur et souvent le pire. Donc comment Le Corbusier lui-même était marqué par le fameux principe héliothermique proposé par 3 architectes, Répidou et Bard, en 1928 dans la science des plans de ville. Donc ils conçoivent des plans de ville qui doivent être héliothermiques, c'est-à-dire où la lumière est en quelque sorte le carburant de la régénération urbaine. Et l'importance de la circulation de la lumière rentrera évidemment dans les logements, puisqu'il s'agira aussi d'assurer la circulation de la lumière jusqu'au fin fond des logements, jusqu'au fin fond des pièces obscures, qui doivent être désormais potentiellement éclairées par la lumière naturelle. SIC. Éclairé, exposé à la lumière naturelle. Tout ça mettra d'ailleurs un certain nombre d'architectes sur la voie d'un certain nombre de techniques. Là, ça a sauté sur la dernière ligne de ma diapositive. Le Corbusier, par exemple, va dépenser beaucoup d'énergie à réfléchir au pare-soleil. Parce que, par ailleurs, Le Corbusier, qui connaissait bien l'architecture méditerranéenne, n'est-ce pas, qui était fasciné par l'architecture méditerranéenne, comprend très vite que le pare-soleil est un instrument important et tient aujourd'hui dans un contexte anthropocène. Je lisais ce matin dans un article d'une revue d'architecture anglophone que pour lutter contre l'îlot de chaleur urbain, contre les effets des vagues de chaleur, il fallait peut-être repenser au pare-soleil. Remettre des pare-soleils, notamment sur les façades exposées au soleil du matin. Alors que la plupart des architectures aujourd'hui ont banni les pare-soleils de leur forme parce que on a depuis une cinquantaine d'années survalorisé l'exposition au soleil. Mais dans un monde contemporain, là ça serait trop long à analyser, dans un monde contemporain où par ailleurs l'imaginaire solaire est très fort, notamment puisque le soleil est devenu synonyme de loisirs, de vacances, de bonne santé, qu'il faut être hâlé, qu'il faut s'exposer au soleil de plus en plus dénudé. Donc nous sommes dans un monde qui n'a pas complètement tranché avec cette fascination pour le soleil qui aujourd'hui est assez problématique. Alors Le Corbusier fait le plan voisin pour Paris en 1925. Mesdames, Messieurs, le plan voisin pour Paris est complètement marqué par la réflexion héliotropique en quelque sorte, mais nous pourrions multiplier les exemples de tout ça avec le fameux Crystal Palace de l'exposition universelle de Londres. Je reviendrai au Crystal Palace parce que c'est un bâtiment tout à fait fameux et qui a compté beaucoup dans l'histoire des techniques architecturales urbaines, bâtiment tout en verre qui doit assurer la circulation de la lumière. Et regardez, une petite réclame prise dans un journal professionnel d'architecture et d'urbanisme en 2017 pour montrer les nouvelles tendances, messieurs, dames, si vous voulez faire votre marché, les nouvelles tendances de l'architecture un peu chic
de la période contemporaine. Regardez, le studio d'architecture et de design Falkenberg, basé à Düsseldorf, allie lignes épurées et matériaux naturels pour construire une maison résolument contemporaine, tout en restant en totale harmonie avec la nature qui l'entoure. Là, on pourrait s'arrêter 4 jours uniquement sur cette succession de poncifs, qui est tout à fait fascinante, mais ce qui m'intéresse, c'est la forme. Regardez bien, il s'agit d'acheminer la lumière partout dans l'espace de la maison. Il faut que la lumière passe. Et j'avais un tout petit truc à vous montrer. Regardez, ce cours est vraiment multimédia et ne renonce à rien. Voilà, j'avais pris juste un exemple de la multiplication des technologies et des ingénieries de la lumière naturelle et de l'accès de la lumière naturelle aux immeubles. En particulier, voilà, un des plus gros fabricants de vitrage technique pour les immeubles de très grande hauteur. Ici, c'est la tour, l'Acta Center de Saint-Pétersbourg, une des plus hautes tours européennes. Et cette firme met en valeur la possibilité aujourd'hui d'assurer totalement l'arrivée de la lumière jusqu'au centre des plateaux de bureaux. Tous les bureaux en open source sont, dit la réclame, illuminés par la lumière naturelle, mais grâce à notre technologie, nous pouvons faire en sorte qu'il n'y ait pas d'élévation de température. Donc en fait, on travaille aux technologies qui permettent de traiter la chaleur tout en restant complètement dépendant de la lumière. Et on pourrait sans doute dire que le succès des architectures de grande hauteur dans l'urbanisation planétaire est un succès qui évidemment a des raisons économiques, foncières et immobilières. Plus vous construisez haut, plus vous faites cracher de la rente foncière et immobilière à une surface de sol, mais c'est aussi un succès qui dit quelque chose du rapport à la lumière, et donc du rapport à la vue également, du rapport à l'espace dégagé par l'aération de la ville. C'est aussi à cette époque-là, est-ce curieux, que un élément tout à fait stratégique dans la valorisation des lieux urbains, c'est justement la perspective d'avoir une vue dégagée. D'accéder à la vue, c'est-à-dire d'accéder à des espaces ouverts, circulants, où tout circule. Vous voyez, c'est juste une incitation à réfléchir et à montrer que finalement, dès qu'on commence à tirer ce fil de la lumière, du soleil, de la circulation de l'air, on voit tout simplement arriver toute la pelote de l'urbanisation contemporaine, et c'est tout à fait fascinant de voir la persistance d'un certain nombre de thématiques depuis lors. Alors, si je reviens maintenant un peu à autre chose, il est tout à fait fascinant de voir que ce souci pour l'air purgé de ces miasmes, qui va être en quelque sorte prise en charge par les ingénieries urbaines, qui vont complètement modifier la forme de la ville, va s'accompagner aussi de la naissance d'un problème social et politique nouveau, qui est le problème de la pollution de l'air. Parce que la pollution de l'air va à la fois prolonger le souci aérologique concernant les miasmes, mais va décaler ce souci, puisque l'air pollué, ça n'est plus tant l'air et plus seulement l'air miasmatique, même si cette question des miasmes va perdurer jusqu'à nos jours, mais l'air pollué devient l'air qui est en quelque sorte rendu irrespirable par le développement du système thermo-industriel lui-même. Et donc, ça n'est pas que la problématique de la pollution de l'air n'existait pas auparavant. En réalité, dès l'Antiquité, on commence à avoir des soucis sur la façon dont un certain nombre de fabriques peuvent compromettre la qualité d'un air alentour. Mais c'est qu'avec l'arrivée du monde thermo-industriel, on va complètement changer d'échelle, encore une fois, et l'échelle est un concept cher aux géographes, on va complètement changer d'échelle et d'intensité, en quelque sorte, dans le phénomène. On va passer, si je puis dire, au niveau industriel de la pollution de l'air, en raison même de l'effet des fabriques sur l'environnement. Et là, vous avez deux images, une photographie et un tableau de Pissarro, qui montrent à quel point la problématique de la pollution
à partir de 1830-1850, s'impose dans les sociétés, les cultures, les imaginaires, et nous allons le voir, les politiques, à travers, en particulier, un phénomène qui est le phénomène de la fumée. L'indicateur de la pollution de l'air au XIXe siècle, c'est la fumée. De même que le miasme putride est l'indicateur à prendre en compte si l'on réfléchit à la période de l'aérisme et du début de l'hygiénisme, eh bien, ce qui va devenir véritablement central dans beaucoup de réflexions à partir de 1830-1850, c'est la fumée. C'est l'air enfumé qui devient un problème, et l'air enfumé qui devient un problème et qu'on va aussi traiter de façon hygiénique, puisqu'on va très vite se poser la question de savoir comment cet air enfumé peut être traité. Alors, c'est très long et je n'aurai pas le temps de rentrer dans ces détails, mais on peut dire que dès les années 1860-1870, et là c'est notamment Stéphane Friou qui a très bien étudié ça, je vous l'avais donné en bibliographie la fois dernière, hein, dans les batailles de l'hygiène. Hein, mais c'est également très marqué dans le livre de Patrice Bourdelais, mais Stéphane Friou lui décompose véritablement de façon très précise la construction du problème social de la pollution, et c'est dès les années donc 1860-1880, on commence à essayer de traiter cette question, d'abord par le développement de tout ce que l'on appelle des procédés fumivores, donc en fait, une première pression sur les industriels pour que les industriels limitent la production de fumée. Ben, c'est le début de toutes les pressions politiques sur les industriels pour que les industriels maîtrisent leur processus de production en vue de limiter la pollution de l'air. Nous traiterons de la question de la pollution de l'air contemporaine aujourd'hui, la fois dernière, de façon systématique. C'est tout à fait fascinant, hein. Aujourd'hui, la pollution urbaine est devenue quelque chose de tout à fait fondamental. Eh bien, il y a évidemment toujours des requêtes pour que les industriels maîtrisent de plus en plus leur rejet, et tout ça marqué par une succession de grands scandales qui commencent dès les années 1850 pour aller jusqu'à tard dans l'histoire et jusqu'à la période contemporaine, avec des épisodes très connus, par exemple les épisodes de la dioxine en Italie, hein, qui ont mis l'accent sur les pathologies lourdes qui pouvaient résulter de l'exposition à un air contaminé. Hein. Donc il y a véritablement toute une tradition autour des procédés industriels qui permettent de limiter la pollution et qui commencent dans l'exercice de ces procédés fumivores qui restent du domaine de chaque industriel et qui sont au départ finalement assez discrets, mais à partir de 1900, plusieurs municipalités commencent à s'inquiéter de l'importance des fumées, et d'ailleurs toutes les descriptions urbaines des années 1880 jusqu'aux années 1950, hein, toutes les descriptions urbaines insistent sur l'air enfumé, sur le noir de l'air, sur la suie, sur c'est de la fumée de charbon, hein, essentiellement, hein, sur le noircissement des façades. Mais encore, regardez, si vous êtes amateur de films vintage, regardez les films français des années 60, 70, à travers les films du début de carrière de cinéastes oubliés aujourd'hui, un peu du réalisme à la française, ou des cinéastes comme Yves Boisset avec des films qui se déroulent dans des villes de province au début des années 70. Regardez l'état des façades. Les façades sont noires. Les villes sont noires. Elles sont noires, et pas simplement à cause des gaz d'échappement, elles sont noires d'abord parce que l'énergie utilisée, le charbon, va noircir les façades. Et depuis le début du XXe siècle, un certain nombre de municipalités en Europe prennent conscience de cela et essayent de contrôler ces émissions de fumée. Et ça va développer toute une ingénierie de la mesure et du contrôle. En sachant que nous aurions là un sujet tout à fait passionnant à aborder, mais là je n'aurai pas le temps, c'est qu'on s'aperçoit que l'ingénierie de la mesure de la qualité de l'air et du contrôle de l'effectivité d'un retour à un air normal est une ingénierie, une technologie beaucoup plus complexe que l'ingénierie du contrôle de la mesure et du contrôle de l'eau.
c'est beaucoup plus difficile de travailler cette matière qu'est l'air que de travailler l'eau. Donc en fait, les mesures vont être beaucoup plus précoces dans le domaine de l'eau que dans le domaine de l'air. Et il y aura donc toute une série d'éléments qui vont envoyer à cette volonté de lutter contre les fumées, mais il faut remarquer que partout en Europe, les collectivités se heurteront à la difficulté de faire évoluer les pratiques industrielles dans la mesure où les États et les pouvoirs publics sont souvent extrêmement complaisants vis-à-vis des industriels et qu'il y a une grande difficulté à imposer à un industriel des mesures anti-fumée, des mesures fumivores qui compromettraient la bonne marche de l'économie. Et on voit donc déjà à cette époque-là se mettre en place le couple dialogique en quelque sorte que nous connaissons encore aujourd'hui, dont nous ne sommes pas en fait sortis, nécessité d'améliorer la qualité de l'air en traitant les rejets d'un certain nombre d'activités et de pratiques industrielles, et de l'autre côté, plaidoyer pour ne pas entraver le développement économique et le développement de l'activité industrielle, fondement de la prospérité de la société. Vous voyez, cette tension est une tension anthropocène, là nous le savons très bien. Regardez la difficulté qu'il y a à faire avancer des dossiers même élémentaires sur ce problème-là. Toutefois, il faut d'ailleurs savoir aussi que c'est à cette époque-là que se mettent en place, petite parenthèse, les premières mesures, enfin les premiers travaux tendant à essayer de définir une bonne qualité d'air pour les citadins. Qu'est-ce que serait une bonne qualité d'air? Et d'ailleurs aussi tendant à définir le volume d'air minimum nécessaire à un individu pour être bien dans une pièce. C'est à cette époque-là qu'on commence à cadrer la volumétrie minimale qu'il faut réserver aux individus s'ils veulent pouvoir respirer confortablement dans un environnement urbain quelconque. C'est là où les premières codifications, les premières métrologies en quelque sorte apparaissent. Et il faut préciser que ce problème de la pollution va prendre un tour complètement différent après la Seconde Guerre mondiale. En effet, dans les années 50, se déroule un épisode qui va avoir un rayonnement, un impact planétaire. On l'a complètement oublié aujourd'hui. Cet épisode, c'est un impact qui va avoir encore peut-être plus d'importance que la prise de conscience en Chine au début du XXIe siècle, à l'occasion, par exemple, des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. On prend conscience de l'extrême pollution de l'air en Chine, et c'est quelque chose qui va avoir un effet sur l'urbanisation chinoise, mais aussi un effet mondial concernant la prise en compte de la nécessité d'aborder la question de la pollution urbaine d'une façon différente. Eh bien, encore plus important, ça a été l'émotion provoquée par le Great Smog de Londres en 1952. En décembre 1952, il y a un épisode de smog. Qu'est-ce que c'est que le smog? Ben là, ce néologisme le montre bien. Le smog, c'est un brouillard de fumée. C'est un brouillard de fumée. Fog, smoke. Le smog, c'est le nom inventé pour définir le brouillard de fumée qui est caractéristique des villes industrielles et que nous avons complètement oublié aujourd'hui en Occident. Et qui est un brouillard de fumée dense, épais, noir, pathogène. Il y a un épisode de smog colossal à Londres en 1952 et il y aurait eu peut-être 12 000 décès liés à cet épisode de smog. Ça calme. Il y avait déjà eu d'autres types d'événements, notamment en Pennsylvanie en 1948, et il y avait eu aussi des brouillards très meurtriers à Liège en 1930. Le smog est une réalité urbaine. C'est une réalité urbaine majeure de la période thermo-industrielle. Eh bien, cet épisode va pousser les collectivités à finalement franchir un seuil dans leur volonté de
traiter la question de la pollution urbaine et cette pollution urbaine va devenir un problème majeur. Les smogs disparaîtront, mais il faut reconnaître qu'ils disparaîtront peut-être moins en raison de l'efficacité des politiques publiques qu'en raison de la conversion des industriels à d'autres sources d'énergie moins chères et plus efficaces caloriquement parlant que le charbon. Chers auditeurs et chères auditrices, chers publics, si l'on regarde bien l'histoire longue de la lutte contre la pollution industrielle, il faut bien admettre que l'effet des politiques publiques de lutte contre la pollution industrielle ont souvent été très minces. Et que très souvent, l'amélioration de la qualité de l'air est liée beaucoup plus à des changements de procédés industriels liés à des raisons économiques et technologiques, à l'optimisation des procès de production, qu'à la volonté des industriels de véritablement rentrer dans le cadre d'une politique vertueuse de traitement de l'air, n'en déplaise aux industriels eux-mêmes qui racontent des histoires. Donc il y a quelque chose de très troublant, et d'ailleurs dans le monde entier aujourd'hui, on se heurte exactement à la même difficulté. Sauf dans les pays où la contrainte sur les industriels est celle de pays non démocratiques. C'est comme ça qu'en Chine, on peut faire fermer des entreprises de but en blanc si on décide que politiquement, il est important de dire qu'on va purifier l'air. C'est ce qu'a fait le gouvernement de Pékin avant les Jeux Olympiques de Beijing en 2008. Mais comme avant l'exposition universelle de Shanghai en 2010. Après, ça a repris, hein, mais il y a véritablement là quelque chose de tout à fait étonnant, là aussi, à voir sur la longue durée. Et partout en Europe, des lois vont être promulguées. En France, la première loi sur la pollution atmosphérique, loi de 1961, qui remplace la loi Morizet de 1932, hein, qui était une loi qui donnait au préfet la possibilité d'intervenir auprès des industriels, mais qui a été très peu appliquée, et qui est une loi d'ailleurs qui a posé des problèmes aux collectivités locales en France, parce qu'elle a dépossédé les maires de leur pouvoir d'agir. Donc à partir du moment où ce sont les préfets qui décident, eh bien on va lutter beaucoup moins efficacement contre les pollutions que quand c'était les maires. Classique, hein, en France. L'État est souvent plus conservateur que les collectivités locales dans certains domaines. Eh bien, la loi de 1961 s'appelle « Loi sur la pollution atmosphérique et les odeurs ». Tiens, revoilà les odeurs. Parce que pendant tout ce laps de temps, la question des odeurs n'a pas disparu. C'est cette loi de 1961 qui a été préparée par le ministère de la Santé et de la Population. Et c'est très intéressant aussi parce que cette loi de 61, elle montre comment dans ces années 60, la question de la pollution atmosphérique devient une question retraitée en termes non pas d'environnement mais de santé publique. Et comment finalement cette question se resanitarise en quelque sorte. On va lutter contre la pollution, non pas pour avoir un bon environnement, non pas au départ pour des questions de justice sociale et environnementale, mais d'abord pour des questions sanitaires. Et nous allons voir que la chose n'est pas différente aujourd'hui. Alors, nous avons passé pas mal de temps à examiner cette question de l'air urbain extérieur. Mais ce cours, dans son ambition absolument démesurée, hein, encore une fois, quand j'ai proposé cette thématique sur l'air urbain, j'aurais mieux fait de réfléchir 5 minutes avant de la proposer, parce que en fait, c'est un champ complètement délirant et absolument passionnant. Eh bien, nous devons aussi nous intéresser à la problématique de l'air intérieur. Parce que l'hygiénisme, nous l'avons vu, ne s'arrête pas à la porte du domicile. On pourrait même dire que l'hygiénisme et ensuite toutes les ingénieries urbaines qui vont se structurer à partir de ce corpus fondateur, c'est justement une théorie pratique qui assure la continuité de l'observation et de l'action du grand extérieur au plus petit intérieur. Et qui notamment gère la transition entre les deux, entre l'intérieur et l'extérieur. Et ça, si on s'intéresse à l'air, c'est évidemment tout à fait fascinant, puisqu'on voit se mettre en place très tôt, et là c'est Alain Corbin qui de nouveau nous le dit, on voit se mettre en place très tôt, dès les années 1750-80, dans le contexte aériste, cette volonté de s'intéresser autant au miasme dans l'espace urbain qu'au miasme dans le domicile. Le putride doit être traqué où qu'il se trouve.
Et comme je le montre ici, à la volonté de purifier l'air urbain, qui est celle des hygiénistes et des ingénieurs, va répondre la volonté de traquer l'air malsain intérieur. Et c'est là où se met en place toute la thématique de l'air malsain intérieur. L'air malsain intérieur, c'est quoi? C'est l'air confiné, c'est l'air enfermé, c'est l'air qui ne circule plus. On retrouve cet idéal de la circulation. Et c'est l'air aussi qui contient en lui-même des miasmes, des mauvaises odeurs. Et revoilà l'odeur, c'est-à-dire l'odeur qui est l'indice d'un trouble, d'un dérèglement. La grande entreprise hygiéniste va donc entrer dans les domiciles. Et on va voir se mettre en place ce que j'appelle, dans mon inénarrable langage, une micropolitique des odeurs domiciliaires, une micropolitique des odeurs résidentielles, c'est-à-dire une manière de considérer l'odeur en tant qu'elle révèle une pratique qu'il faut combattre, et donc une volonté micropolitique de redresser les pratiques pour assurer par la norme odorante une bonne vie sociale. Et deux grands courants, courants d'air, bien sûr, je ne pouvais pas manquer de la faire celle-ci. Deux grands courants vont donc s'imposer très vite. D'un côté, tout ce qui renvoie à l'ouverture des fenêtres, à l'aération du domicile, le domicile devenant un peu comme la ville, une machine qu'il faut illuminer et aérer. Alors là, hop, là on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure de la lumière. Il faut en même temps aérer et illuminer. Et c'est la base d'une partie de l'architecture moderne. Alors c'était amusant, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais il se trouve que l'idée qu'il faille aérer pour avoir un logement sain est une idée qui pose des problèmes, par exemple, à tous ceux qui veulent concevoir aujourd'hui des logements énergétiquement sobres, puisque le principe du logement énergétiquement sobre, c'est qu'il ne faut pas aérer pour traiter la température de la pièce comme une température qu'on peut réguler. D'accord ? Donc aérer, c'est soit ouvrir les portes et fenêtres, soit très tôt dans le cadre des ingénieries de la construction, c'est ventiler les pièces par des ventilations mécaniques contrôlées. Donc va se développer toute une ingénierie de la ventilation qui aujourd'hui est normative. En France, vous ne pouvez pas construire d'habitat sans ventiler mécaniquement. C'est interdit. Et ça pose d'ailleurs des problèmes à tous les concepteurs d'habitat écologique qui voudraient arriver à des systèmes d'aération et d'échange de température qui sont simplement liés à la convection normale. Cette ventilation doit être mécanique, c'est une obligation réglementaire. Qui va d'ailleurs avoir des effets tout à fait intéressants en France dans le cadre de l'industrialisation de la production, parce que cette obligation de ventilation va permettre, par exemple, de développer des salles de bain aveugles. Ce qui est une monstruosité et qui ne se fait dans pratiquement aucun autre pays en Europe. En Europe, en Italie, quand vous construisez des logements neufs, les salles de bain sont nécessairement ouvertes parce que les Italiens, qui sont moins intelligents que nous, conçoivent qu'une bonne manière d'aérer sa salle de bain, c'est d'ouvrir la fenêtre. Quel plouc! Alors que nous, on met des salles de bain aveugles en cœur d'immeuble, ce qui rationalise complètement la descente des conduites, ce qui fait gagner du temps et de l'argent dans le cadre d'une industrialisation des processus, mais qui nous rend complètement dépendants d'une ventilation mécanique et d'une ventilation de plus en plus, d'ailleurs, filtrée. Nous y reviendrons. Et puis le deuxième courant d'air, c'est... Ah là, c'est mon préféré, vraiment, c'est la désodorisation. Parce que, évidemment, ce que montre Alain Corbin dans son livre « Le miasme et la jonquille », c'est qu'à côté de l'obsession du putride, va se développer tout un imaginaire valorisant du floral. Le miasme, l'odeur à combattre, la jonquille, l'odeur florale à promouvoir. Et Corbin, dans une partie absolument stupéfiante de son livre,
c'est sans doute quelques-unes des pages les plus intelligentes qui n'aient jamais été écrites sur l'histoire des sensibilités, montrent comment le XVIIIe et le XIXe siècle deviennent des siècles obsédés par la bonne odeur florale, par la promotion du parfum floral, comme le parfum qui révèle quoi? Qui révèle la bonne santé, la bonne tenue, la bienséance des individus. C'est à cette époque-là, par exemple, que tous les parfums personnels, toutes les odeurs personnelles commencent à être dérangeantes. Hein, on commence à trouver que, comme je le disais la fois dernière, les pauvres en particulier sentent mauvais. Et on va aussi proscrire tous les parfums qui étaient ceux de l'aristocratie, d'une partie de la bourgeoisie de l'Ancien Régime, c'est-à-dire tous les parfums forts. Les aristocrates se parfumaient beaucoup au musc, se parfumaient beaucoup aux odeurs très fortes, des odeurs très animales, pour camoufler aussi les odeurs corporelles. Et dans un contexte au XIXe siècle où l'hygiène personnelle se développe, alors ça c'est fascinant l'histoire du XIXe pour l'hygiène, parce qu'on veut à la fois développer l'hygiène pour des questions sanitaires, mais en même temps, le XIXe siècle pudibond et puritain est tellement obsédé par le corps, est tellement obsédé par l'idée qu'il faut contrôler le corps, et, attendez, qu'il faut contrôler le corps des femmes. Les hommes peuvent aller au bordel, mais il faut contrôler le corps des femmes, parce que les femmes sont d'abord des reproductrices. Et la clé de voûte de la famille. Là encore, lisons les romans comme L'éducation sentimentale de Flaubert. C'est un roman où les odeurs et la question des corps est centrale. Donc, il faut contrôler le corps des femmes. Donc, il faut que les femmes se nettoient et se parfument, mais il ne faut pas trop qu'elles se dénudent et qu'elles se frottent. Pensez donc, il pourrait leur venir des idées. Donc, il faut qu'il y ait des formes d'hygiène qui soient des hygiènes très particulières. Il y a quelque chose de complètement effarant quand vous lisez les textes du 19e français sur la relation aux parties intimes. Mais c'est totalement obsessionnel, hein. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et ça date pas d'il y a 4000 ans, hein. Donc c'est vraiment... Et il y a donc toutes des pratiques d'hygiène qui sont développées sur la manière donc de se nettoyer sans trop frotter son corps, de poser même le parfum sans frotter. C'est l'époque, Corbin le montre, où il faut se parfumer sans frotter. Parce que jadis, on se parfumait en se frictionnant beaucoup. Là, maintenant, il faut se frictionner, mais pas trop, et pas dans des endroits qui pourraient éveiller quelques pulsions secrètes. Il faut se frictionner avec des eaux de Cologne, donc des eaux qui sont des eaux légères, qui sont des eaux de parfum floral, et il faut se mettre un petit peu de parfum sur des mouchoirs, un petit peu de parfum sur les coudes, un petit peu de parfum sous les oreilles pour exhaler la jonquille. Et on définit à cette époque-là, j'avais pris les notes mais évidemment je suis très en retard, on définit à cette époque-là aussi les parfums qui sont les parfums standards et les parfums qu'il faut absolument mettre des côtés. On définit aussi à l'époque ce que l'on commence à appeler l'odeur de propre. Hein, ça sent le propre. Sentir le propre, c'est un peu comme le sketch de Coluche, hein, plus blanc que blanc. Hein. Sentir le propre. L'odeur du propre, c'est une norme qui est définie à cette époque-là, à partir d'ailleurs voilà, des 6 parfums qui sont considérés comme bienséants, la rose, le jasmin, la fleur d'oranger, la cassie, la violette et la tubéreuse. Mais on pourra aussi utiliser, notamment pour les pommades, la jonquille, le narcisse, le réséda, le lilas, l'aubépine et le seringa, c'est-à-dire toute la base de la cosmétique et du parfum contemporain. Fini le musc, les aromates, les encens qu'on brûle, vive le floral, mesdames, messieurs. Et tout ça va évidemment, comme toujours en monde d'urbanisation thermo-industrielle capitaliste, tout ça va déboucher sur quoi? Eh bien, sur une industrialisation. Tout ça va déboucher sur quelque chose de tout à fait fascinant pour moi qui m'intéresse à l'air, c'est-à-dire la mise en place d'une industrie de la bonne odeur. Et notamment d'une industrie de la bonne odeur corporelle,
Voilà, c'est toute l'industrie cosmétique. Ne me dites pas que ça n'a pas d'importance, hein, ou là je ne vous croirai pas, ou vous ne vivez pas dans le même monde que moi. Toute l'industrie de l'odeur et du parfum personnel, qui va devenir parfois de luxe et parfois tout simplement d'usage courant. Et puis toute l'industrie de la désodorisation, des logements, des bureaux, des pièces renfermées. Et alors là, comment aurais-je pu ne pas m'amuser un peu? Alors flûte, comment je fais là? Ah voilà. Comment aurais-je pu ne pas m'amuser un peu? Hop. Rien que pour vous, mesdames, messieurs, public chéri, mon amour. Balzac 0001. Jo mineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris. Quelle odeur! Vite, Airwick! Bravo! Tu es merveilleuse! Mais quelle agréable fraîcheur! Un matin en forêt, mais comment fais-tu? Oh, mais c'est tout simple! La bombe Airwick détruit les odeurs partout dans la maison. Quelle odeur! Vite, Airwick! Ma chère, vous êtes étonnante! Quelle agréable fraîcheur! Un matin en forêt! C'est merveilleux! Comment faites-vous? Mais c'est tout simple! La bombe Airwick détruit les odeurs partout dans la maison. Airwick, c'est la première entreprise américaine qui va lancer un processus de désodorisation par bombe, hein. Et donc c'est très important pour nous qui travaillons sur l'Anthropocène, parce que Airwick va être une des premières entreprises à diffuser les vaporisateurs de bonnes odeurs intérieures, qui sont ici des odeurs de forêt, hein, de chlorophylle, donc toujours les odeurs liées au végétal, et avec comme gaz propulseur des chlorofluorocarbones qui vont être à l'origine de la première crise anthropocène majeure pour moi, c'est-à-dire la destruction de la couche d'ozone troposphérique au-dessus des pôles. Donc vous voyez, on est complètement dans tous nos sujets. À la fois, regardez à quel point, c'est la première publicité en France pour Airwick. Vous avez vu le nez du monsieur, ce nez démesuré parce qu'il s'agit de montrer en réalité qu'on va satisfaire un besoin de bonne odeur. Ici, ce sont des odeurs de renfermé, des odeurs de cuisine. Il faut lutter contre les odeurs de renfermé. C'est l'obsession là de l'odeur de renfermé. Il faut qu'il n'y ait pas d'odeur de renfermé, mais qu'il n'y ait pas non plus d'odeur organique de décomposition, d'odeur de poubelle, d'odeur de relief de repas. Et puis, si nous avions le temps, évidemment, regardez à quel point il s'agit de micro-politique, à quel point tout cela est porteur de normes sociales et de politique du domicile, notamment dans la relation des femmes à la question de l'odeur. Ce sont elles qui administrent le foyer et qui doivent donc être aussi des administratrices de la bonne odeur du domicile. Si le domicile sent mauvais, c'est leur responsabilité. Et si le domicile sent mauvais, alors elles jettent l'opprobre sur l'ensemble de la famille parce qu'elles ne sont pas capables de tenir la bonne odeur qui est caractéristique de l'odeur bourgeoise, de l'odeur convenable. Je rappelle que, par exemple, que dans les règlements de copropriété en France, dans les règlements anciens, ça est un peu passé aujourd'hui, mais il y avait très souvent à l'origine l'affirmation qu'il fallait vivre bourgeoisement, en bon propriétaire. Et parmi les critères de bonne vie bourgeoise, il y avait le critère du son, du bruit, mais il y avait aussi le critère de l'odeur. Et quand vous vous rappelez la déclaration de Jacques Chirac
le président de la République qui avait fait scandale en disant que les Français pouvaient avoir des difficultés à vivre dans certains quartiers si vous y rajoutez le bruit et l'odeur. Ça n'était absolument pas un hasard, ça n'était absolument pas une saillie non pensée. En fait, ça renvoyait tout simplement aux critères de la bienséance bourgeoise, qui est d'être sans bruit et sans odeur. C'est assez fascinant hein, quand vous y pensez. Et aujourd'hui encore, l'industrie de la bonne odeur, l'industrie de la désodorisation est une industrie mondiale qui pèse plusieurs dizaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires et qui en plus a été une des industries qui a été à la base d'une des premières grandes crises anthropocènes que nous avons à affronter, puisque c'est à partir de ce geste élémentaire de vaporiser une bonne odeur qu'on a pu contribuer soit à la dégradation de la couche d'ozone, c'est-à-dire c'est aussi un des premiers actes anthropocènes que nous pouvons documenter. Anthropocène, pourquoi? Bien parce que c'est un acte micro-local qui va avoir un effet global à l'échelle du système biophysique planétaire. Quand on y songe, c'est tout à fait déconcertant. Je vaporise, je contribue à la dégradation de la couche d'ozone qui met en péril l'habitabilité planétaire. Là, ne me dites pas que ça n'est pas vrai, ça a été documenté comme ça. Et on a d'ailleurs interdit les CFC dans les vaporisateurs très tôt, dès le début des années 80, et il n'y a plus de CFC aujourd'hui dans les vaporisateurs, comme quoi on a été capable de le faire. C'était pas un marché aussi vital que le marché de l'automobile, j'entends bien, ou de l'aéronautique, mais quand même, on a été capable de le faire, y compris sur les marchés du froid, puisque c'était également le CFC dans les frigos et les climatiseurs et les congélateurs qui étaient responsables. Donc, il y a là quelque chose de très fascinant, je trouve, dans cette publicité et dans ce qu'elle dit sur l'importance de l'odeur intérieure. Alors, chers amis, évidemment... Oh non, là, ça fait beaucoup. Chers amis, je ne suis pas du tout arrivé là où je voulais arriver, mais tant pis, nous repartirons la fois prochaine de cette idée de l'odeur. Je voulais vous montrer que l'odeur est toujours un enjeu central, mais je passerai sans doute très rapidement là-dessus. J'avais également sorti quelques exemples. Par exemple, il y a toujours une conflictualité très forte autour des odeurs dans les villes contemporaines, notamment autour des odeurs de voisinage, autour des odeurs riveraines. Voilà un exemple prise au hasard pratiquement près au Québec, hein, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Ça date de 2021 et dans la semaine du 11 juillet, près d'une cinquantaine de plaintes ont été enregistrées par le service environnement de cette municipalité. La plainte contre l'usine Sanimax qui pue, qui empuantit son alentour. Les riverains protestent contre l'odeur et contre le risque qu'il y aurait à respirer un air malsain parce que miasmatique. Parce que là, évidemment, vous commencez à me connaître. Pourquoi est-ce que j'ai trouvé cet exemple-là? C'est que produit Sanimax? Sanimax recycle les déchets d'équarrissage animal. Sanimax fabrique des aliments pour animaux à partir des déchets organiques. Donc Sanimax, c'est une entreprise qui traite les matières organiques en putréfaction et en décomposition. Ah, quand même, c'est chouette, non? En 2021, alors que nous avons commencé ce cours avec des textes sur le miasme et la décomposition des carcasses de 1760, eh bien, voilà comment on peut montrer que cette problématique des odeurs, elle est toujours là. L'odeur de la décomposition est toujours un trouble social. Et il faut savoir que dans le monde entier, aujourd'hui, les études ont été faites. Il continue d'y avoir une conflictualité autour des odeurs extrêmement importante. Il y a un grand nombre de plaintes qui sont déposées, des plaintes aux tribunaux ou des plaintes dans des systèmes qui sont des systèmes d'acceptation des plaintes qui ne sont pas judiciaires ou juridiques, mais qui peuvent être des systèmes de voisinage, etc. Et que les deux thématiques les plus importantes
concernant ces plaintes, ce sont, la thématique du bruit, mais d'abord la thématique de l'odeur. L'odeur reste un enjeu social, reste un marqueur aérien d'un problème social urbain tout à fait majeur. Alors nous verrons à partir de cela, la fois prochaine, comment on va pouvoir aussi aborder la question de la pollution anthropocène. Vous voyez, je m'en excuse, mon cours est un tout petit peu par chemin sinueux, mais vous comprenez aussi que dès qu'on saisit cet objet très étrange de la qualité de l'air urbain, eh bien on débouche immédiatement sur des choses extrêmement complexes et qui nous mènent jusqu'à une réflexion très contemporaine sur l'urbain anthropocène. Voilà, merci de votre attention. Désolé une fois de plus d'avoir été trop long et à la fois prochaine.